Donc, en termes de programme, le webinaire est planifié jusqu'à midi. Il y aura une petite introduction par Anne Girard et Alix Pavie, donc de l'AREA et de la coopération agricole. On donnera ensuite la parole à M. Fauchia sur la logistique et la supply chain, contexte, enjeux, les différentes solutions. Et puis ensuite, différents témoignages d'entreprises, d'offreurs de solutions, avec un volet sur la logistique des circuits courts avec M. Touy d'Agriflux, un volet sur la gestion des stocks avec des solutions de géolocalisation, je vais y arriver, pardon, avec M. Tria de AME Management, le témoignage de l'entreprise Alterbio avec M. Echner et M. Matali. On fera un focus sur le parcours régional industrie du futur, donc par moi-même, je ne suis pas présentée, pardon, code des gens de l'Agence SADOC. Et nous aurons le témoignage de l'entreprise Sueur d'Arc avec M. Sesmat et du groupement AFNOR Bosch Stratéis avec M. Garcia, donc l'entreprise Sueur d'Arc qui a participé au parcours régional industrie du futur. Et on se laissera un petit temps donc, en fin de session pour les questions et réponses, mais n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat au fur et à mesure. Donc, je vais passer la main à Anne et Alix pour parler du contrat agroalimentaire. Bonjour à tous. Bon, bonjour à tous et à toutes. Tu mets la slide. Voilà. Donc, juste pour une petite introduction, pour vous expliquer que l'action que l'on va vous présenter aujourd'hui rentre dans le cadre du contrat de filière agroalimentaire. Donc, ce contrat a été signé donc, en novembre dernier entre donc l'AREA, la coopération agricole, l'État, la région. Et l'objectif est vraiment de soutenir et d'aider les entreprises agroalimentaires d'Occitanie. C'est quand même le premier employeur régional. Donc l'idée, c'est un grand programme sur plusieurs années, sur déjà 3 ans, mais même 5 ans, hein, comme précisé sur cette slide. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises sur différents sujets, dont aussi leur donner les moyens de se transformer, hein, qui a des objectifs et qui est évidemment en lien avec ce que l'on va voir maintenant. Donc, dans le cadre de ce contrat de filière, il y a 10 actions. Et sur ces 10 actions, donc la 10e action est sur, donc, tu mets la slide après, s'il te plaît, Aude. Voilà, donc c'est favoriser le développement des nouvelles technologies dans la transformation. Donc, ça, c'est cette action 10, donc dans le cadre de ce contrat de filière. Et l'idée de cette action, c'est vraiment de mettre tout en œuvre pour accompagner les entreprises vers ces nouvelles technologies donc sur l'industrie du futur. Et pour cela, on s'appuie sur le dispositif qui est en cours actuellement et qui est donc conduit par ADOC et financé par la région, que l'on va vous présenter, que Aude va vous présenter en deuxième partie de 2 webinaires. Voilà pour la présentation du contrat de filière. Donc, comme nous ne prenons pas là le temps de vous présenter l'ensemble des 10 actions du contrat de filière agroalimentaire, fin octobre, vous trouverez le site contrat agroalimentaire qui reprendra tous ces éléments, les détails sur les 10 actions dont vous pouvez bénéficier en tant qu'entreprise agroalimentaire ou coopérative de la région, et également les contacts de chaque pilote, et puis tous les événements à venir de façon à vous inscrire que ce soit sur l'industrie du futur, sur la stratégie, sur la RSE, sur le social, enfin tout y sera. Voilà. Et à propos d'événements, d'ailleurs sur le slide suivant, une petite annonce. Donc, si tu peux passer le... Voilà. J'ai perdu Aude. Je crois qu'il y a un décalage entre le moment où je fais l'action et le moment où tu vois. Donc, on voulait vous parler du colloque que nous organisons le 19 novembre. Donc, c'est le premier colloque du contrat agroalimentaire qui regroupe 3 actions, la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, la qualité de vie au travail, mais aussi l'attractivité des métiers. Ce sera sur une journée à Narbonne, au musée Narbovial, musée de la Romanité. Et on attend 200 personnes. Je pense que toutes les entreprises agroalimentaires et coopératives y trouveraient de nombreuses informations, interactions et avec des spécialistes et des intervenants de très haut niveau. Nous avons un grand témoin qui est Hélène Valade, la présidente de l'ORS, mais qui est aussi directrice développement durable de LVMH. Et pour ces messieurs, dames qui aimeraient le rugby, nous avons aussi en parrain Yannick Josion, qui était rugbyman international en équipe de France. Voilà.
Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur nos sites respectifs. N'hésitez pas à vous inscrire. Bon, Yannick, elle était donc voilà, effectivement rugbyman. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise aussi, et c'est aussi à ce titre-là. Et élu à la région. Non, mais les gens viennent le voir surtout parce oui, que. mais bien sûr. Bien sûr. Enfin, il a quand même lancé aussi une petite entreprise sympa sur le développement de filières, notamment sur le ginseng. Voilà. Donc, on va laisser la parole maintenant à Jean-Charles. Jean-Charles Fauchia, donc Adéquation, qui va nous parler, va nous présenter un petit peu les différentes techniques, enfin les différents outils de la logistique, un petit peu le contexte. Pour planter le décor. À toi, Jean-Charles. Il faut rallumer le micro, Jean-Charles. C'est mieux. C'est mieux avec, ouais, merci. Bonjour à tous. Juste un mot, les autres peuvent peut-être éteindre les caméras pendant la présentation. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc très rapidement, je vais me présenter rapidement. Donc Jean-Charles Fauchia, moi je suis consultant depuis presque 15 ans en logistique, transport, supply chain, management. Je fais partie du consortium Agilea qui est référencé Industrie du futur sur la région Occitanie. Donc on apporte un certain nombre de dossiers. Voilà pour la présentation. Donc je vais essayer de faire une introduction assez généraliste de la supply chain, de ce qu'on entend par supply chain, qu'on ait une vision un peu commune. Il y a d'autres thématiques en fait qui vont certainement reprendre des éléments dont je vais parler, donc je ne m'attarderai pas sur certaines choses, notamment sur les circuits courts. Voilà, donc ce sera détaillé par après, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Rapidement, ce que vous voyez sur le slide là, en fait, c'est la vision. Alors c'est un modèle, c'est le modèle SCORE. Donc le modèle SCORE, c'est un modèle d'organisation d'entreprise orienté supply qui a été créé dans le milieu des années 90 par des Américains et en fait qui représente la vision supply chain, la vision étendue en fait de votre entreprise. Pour faire simple, je vais faire rapide. Dans une organisation supply chain, vous avez 6 fonctions clés. La première fonction, c'est la fonction planification, que vous voyez tout en haut, en fait, sur laquelle vous allez piloter vos flux, travailler vos capacitaires, analyser vos besoins dans le temps, sur le long terme, le moyen terme et le court terme. La deuxième fonction, qui est une fonction plus opérationnelle, c'est la fonction sourcing, donc la fonction approvisionnement. Vous avez la fonction production, fabrication, vous avez la fonction livraison, distribution, et sur la fonction distribution et fonction approvisionnement, vous avez des fonctions retour, dans lesquelles on peut avoir des fonctions SAV ou autres. Ce n'est pas forcément le cas dans la partie agroalimentaire, mais vous avez des fonctions de traçabilité qui sont très importantes. Voilà, donc ça c'est la vision de l'entreprise, en tout cas la vision des fonctions supply chain dans vos entreprises. Ce qui est important à regarder, c'est que cette fonction, en fait, votre entreprise, en fait, elle n'est pas toute seule sur son marché. Elle va travailler avec des fournisseurs, qui eux-mêmes travaillent avec des fournisseurs. Elle va travailler avec des clients, qui eux-mêmes travaillent avec des clients. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la vision étendue de la supply chain. Et ce qu'il faut comprendre quand on travaille sur ces chaînes d'approvisionnement, les supply, c'est qu'en fait, on a des niveaux de maturité qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des entreprises qui ont des niveaux de maturité différents, ce qui peut créer des fois des dysfonctionnements, des difficultés à communiquer, des difficultés à se passer l'information, à avoir le produit au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc, des fois, il y a des difficultés qui sont liées en fait au niveau de maturité qui n'est pas toujours le même entre les différentes entreprises. Ça, c'est important à comprendre et à voir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une chaîne d'approvisionnement, elle va se paramétrer. Donc, elle est jamais la même. Et en fait, elle va se paramétrer. Il y a on va dire, trois grands facteurs qui vont paramétrer une chaîne d'appro. C'est le type de flux que vous avez géré. Est-ce que ce sont des produits sur stock? Est-ce que ce sont des produits à la commande, pour faire simple? Le positionnement du point de stockage, du point d'entrée par rapport au délai que vous allez annoncer à votre client, où le fournisseur va vous annoncer le délai que votre fournisseur va vous annoncer par rapport au délai d'approvisionnement. Et le dernier point qui est très important, qui sera abordé peut-être plus après sur les circuits courts, c'est le schéma de distribution. Donc, quel schéma de distribution on va pouvoir travailler? On va devoir travailler pour livrer le client. C'est-à-dire que vous allez, pour faire simple, quand vous prenez une grande distribution alimentaire, elle n'a pas le même schéma de distribution si c'est des magasins de proximité ou si ce sont des hypermarchés. Ce n'est pas du tout la même organisation logistique, ce n'est pas la même planification et ce n'est pas le même relationnel avec les fournisseurs. Et ce n'est pas la même gamme de produits. Donc, en fait, on ne va pas avoir les mêmes organisations.
Et quand on va chercher en fait dans une logique qui est un peu l'objet de la discussion de la présentation de ce matin, de chercher à mutualiser en fait les chaînes d'approvisionnement, en fait on va avoir des supplies en fait différentes, ce qu'on appelle en fait des supply chains multi-chaînes, en fait des supplies différentes. Et il faut bien voir que quand vous cherchez à mutualiser et cherchez à optimiser vos chaînes d'approvisionnement, en fait, vous allez devoir trouver des partenaires ou des confrères qui ont les mêmes contraintes que vous sur les mêmes marchés. Donc ça, c'est vraiment très important à regarder. Si on peut passer au slide suivant, on va rentrer plus sur la partie opérationnelle. Dans les schémas de distribution, en fait, vous avez on va dire, cinq grandes thématiques. La première thématique, qui est la plus simple, c'est le multi-pick, multi-drop, ce que font les commissionnaires transport. On va chercher à optimiser la fonction transport en prenant plusieurs fournisseurs en amont et plusieurs clients en aval. Donc, ça peut se faire à une entreprise, à plusieurs entreprises. C'est globalement de l'optimisation de transport. Le deuxième point que certains d'entre vous doivent connaître, c'est le VMI, donc Vendor Management Inventories, qui est le stock avancé, centre de consolidation Carrefour, stock avancé, stock déporté pour Casino. L'idée, en fait, c'est de s'approcher du client pour réduire en fait le délai de livraison, tout en cherchant à optimiser les coûts logistiques. Le troisième point en fait, qui vous permet de travailler la mutualisation sont les entrepôts mutualisés. Généralement, ils sont spécialisés par circuit. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, notamment sur la grande distribution alimentaire. Moi, j'en ai fait beaucoup sur la grande distribution alimentaire. C'est possible sur la restauration collective. C'est un peu plus difficile sur les circuits type CHR. C'est un peu plus compliqué. Ça voit le jour, mais ça reste encore difficile parce que ce sont des petits acteurs et des petits volumes et des petites commandes. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. C'est juste un peu plus long à mettre en place. Ensuite, vous avez la fonction de cross-docking. Donc, je pense que tout le monde a à peu près la vision de ce qu'est le cross-docking. C'est de transmettre très rapidement le produit à son client sans stock, avec des fonctions d'éclatement. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la GPA mutualisée ou le pooling. Pour faire simple, en fait, c'est se mettre à plusieurs pour livrer un client. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pooling. La GPA va rajouter un petit cran supplémentaire qui est de faire des propositions de commande à votre client qui va accepter avec un modèle en fait d'approvisionnement qui peut se faire à plusieurs industriels. Voilà. Donc les grandes fonctions, en fait, les produits entre guillemets, mais les grandes organisations que vous pouvez trouver qui permettent d'avoir des schémas de distribution multi-acteurs qui amènent des possibilités de mutualisation. Si on peut passer juste au slide suivant. Juste pour information, et je vais passer très rapidement là-dessus, j'ai remis en fait les types d'entrepôts que vous avez dans les schémas logistiques parce que c'est important à comprendre. Vous avez le premier qui est le plus connu, en fait, c'est la logistique de proximité, l'entrepôt régional, où là, en fait, on va être au plus près des clients, plutôt ceux de vos clients à vous. On va être au plus près des magasins, au plus près des consommateurs pour avoir un délai de livraison très court et une optimisation du coût de transport. Vous avez la logistique centralisée ou l'entrepôt centralisé qui est plus la problématique des entreprises de l'agroalimentaire où là, je vais avoir un entrepôt, possiblement deux, mais pas plus, sur lequel je vais distribuer mes produits à mes clients. Vous avez la logistique de vente à distance et du e-commerce. Donc là, on est plutôt orienté B2C sur des commandes assez petites. Et ensuite, on a les entrepôts de type cross-docking, donc éclatement, groupage, qui, eux, vont pas être des entrepôts, mais simplement des espaces de passage à quai sur lesquels, en fait, on va venir éclater la marchandise. Mais il n'y a pas de stock, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de préparation de commande. C'est simplement de l'arrivée, de la réception et de l'éclatement de commande. Et vous avez la cinquième possibilité, qui est en fait un mélange de tout ça, ce qu'on appelle la logistique combinée. On peut mélanger 1, 2, 3 ou 4 types d'entrepôts. Mais chaque entrepôt, en fait, aura vraiment son organisation et sa spécificité. Si on peut passer au slide suivant. Une fois qu'on a vu les entrepôts, le deuxième facteur qui est très important quand on va chercher à mutualiser, pour faire simple, mutualiser, c'est soit de gagner en économie de coûts, c'est soit de gagner en économie d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une problématique, alors je ne sais pas si vous avez cette information-là, mais il y a de plus en plus de ZFE qui voient le jour et ça va commencer à s'accélérer sur 2022 et ça va aller crescendo jusqu'en 2025, qui vont rendre en fait l'accès aux métropoles de plus en plus compliqué aux véhicules traditionnels moteurs thermiques. Donc il y a une logique de surcoût et de recherche d'optimisation des coûts de transport. Juste pour information, les différents acteurs qu'on a dans le transport, en fait, on a ce qu'on appelle le transport pour compte propre ou possiblement qui se rapproche un peu la location de véhicules avec chauffeur.
Globalement, ces acteurs-là sont difficiles à travailler en mutualisation parce que c'est des moyens propres, c'est souvent des tournées fermées, donc difficiles à optimiser. On peut imaginer de les optimiser tout autant que l'entreprise en fait, qui utilise ces moyens-là et ce qu'on appelle sa capacité de transport. Enfin, en droit de transport, vous ne pouvez pas faire de transport pour le compte d'un tiers si vous n'avez pas votre capacité de transport. Pour faire simple, si vous voulez demain, avec une flotte en propre, optimiser votre fonction de transport, il faudra que vous puissiez faire une demande de capacité de transport et monter une entreprise de transport pour faire de la prestation de transport. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on peut optimiser, c'est les flux que vous mettez en fait soit à vos transporteurs, donc les transporteurs traditionnels, hein, c'est le transporteur qui a un camion qui vient vous mettre votre véhicule à disposition, ou les flux que vous remettez à vos commissionnaires. En fait, vos commissionnaires, c'est des gens qui vont intervenir pour organiser le transport pour votre compte, qui vont faire appel à des transporteurs que vous ne verrez pas directement, mais que lui a dans son portefeuille et qui va faire travailler. Donc ça, en fait, c'est les différents types d'acteurs transport qu'on peut avoir sur le marché. Le deuxième point, c'est quel type de transport on va travailler. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on ne pourra optimiser les flux qu'en type de transport. C'est-à-dire pour faire court, les deux premiers qui sont l'express et le monocolis, si vous l'utilisez pour certains, on ne va pas chercher à les optimiser parce qu'on a des commandes assez basses ou des délais d'intervention, notamment sur l'express, qui ne le permettent pas. Ce qu'on va pouvoir optimiser, en tout cas ce qu'on va chercher à optimiser quand on fait de la mutualisation de chaînes d'approvisionnement sur la fonction transport, c'est la messagerie traditionnelle, moins d'une tonne, la messagerie industrielle de 3 à 7 palettes, je schématise, hein, et le lot jusqu'à 20 palettes sur lequel en fait on va pouvoir mutualiser des organisations logistiques de plusieurs entreprises. Le camion complet, mécaniquement, ne s'optimise pas, sauf si demain vous voulez augmenter la fréquence de livraison, et auquel cas vous vous retrouvez sur un demi-camion et on passe sur une problématique de lot et on va mutualiser les moyens pour avoir le même coût de transport. Okay, ça se fait aussi bien sur le B2B, sur le B2C, sur l'intercity, et on a une spécificité sur la température, le secteur géographique ou les contraintes produits ou réglementaires qui sont liées à vos produits. Voilà, donc on a toute une problématique et tout ça, en fait, il faut qu'on soit vraiment sur les mêmes types de flux pour pouvoir les optimiser. Les avantages, rapidement sur les avantages de la mutualisation que vous allez retrouver ou chercher, c'est une réduction des coûts de transport. Globalement, quand on fait des optimisations de la mutualisation, on va chercher des gains aux alentours de 20-40%. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, une possibilité de réduire aussi globalement les émissions de particules fines qui sont liées à la ZFE, une maîtrise de sa solution de transport et de ses circuits de distribution, une mise en place plus aisée de nouvelles solutions et une plus grande indépendance vis-à-vis des partenaires transport et logistique et par définition derrière une meilleure maîtrise de ses coûts de transport. Il y a un certain nombre de prérequis là-dessus. C'est des conditions de transport et de stockage compatibles, notamment sur la température produit et sur le type de client que vous allez chercher, des types et des modalités de livraison proches ou équivalentes, des circuits de distribution équivalents, des clients proches géographiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans le même camion un client qui est à Paris, un client qui est à Strasbourg, une maturité, et ça c'est fondamental, une compatibilité des systèmes d'information, ça c'est vraiment un point d'entrée très important, une maturité dans le pilotage de la chaîne d'appro, une confiance, une transparence et une volonté de partager des gains et des informations au niveau des directions générales. C'est vraiment ça, c'est un point fondamental parce que vous allez vraiment ouvrir vos comptes. Une volonté de passer du temps sur ce type de projet et du coup un engagement de la direction générale de tous les acteurs du projet parce que on considère que c'est un projet stratégique. Voilà. On peut aller plus loin, notamment sur des négociations avec des clients pour modifier des lieux, des jours, des heures de livraison, partir dans une logique de GPA individuel ou de GPA mutualisé, ne pas être en stock déporté, mais livrer directement les clients. Voilà, ça c'est le levier que vous pourrez jouer sur un step 2 quand vous aurez mis en place en fait des fonctions de mutualisation sur le périmètre des chaînes d'approvisionnement. Voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas trop débordé, en espérant que j'ai tenu le timing correctement. S'il y a des questions, écoutez, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Fauchia. On va continuer sur la logistique avec le témoignage d'Agriflux sur la logistique des circuits courts avec Monsieur Thuy. Je vais vous donner la main du coup pour partager le support. Merci. Bonjour à tous. Donc,
Donc Jean-Marc Touilly, moi je suis un des cofondateurs d'une nouvelle structure sur la région Occitanie, sur Toulouse, qui s'appelle Agriflux. Donc nous, on se positionne comme le spécialiste de la logistique des circuits courts. Donc les circuits courts dont on parle là, pour qu'on se comprenne bien, c'est tous les producteurs artisans ou petits industriels, ou éventuellement gros, mais surtout petits industriels, qui vont faire de la vente en B2B, et peut-être ultérieurement en B2C, mais ce n'est pas notre sujet pour le moment, de la vente en B2B, principalement à destination de magasins, de restaurants ou après de structures plus collectives et plus importantes. Donc, parce que la définition des circuits courts est toujours un peu variée. Voilà. Donc là, c'est le sujet qu'on adresse. Donc nous, notre démarche à nous, elle considère à accélérer le développement des circuits courts en intégrant donc des solutions digitales et logistiques. Donc on a vu que l'information, c'était important. C'est une approche un peu innovante dans la manière de faire. Donc on est forcément, puisqu'on parle de circuits courts, on est sur une approche territorialisée. Et pour ce faire, on a mis en place des schémas qui intègrent à la fois les producteurs, les commerçants ou les clients, voilà, et des transporteurs. Et le tout avec les acteurs des territoires qui peuvent être des collectivités, des PAT. Enfin, il y a plein de démarches autour de cette logistique des circuits courts. Alors, en quoi c'est un problème, cette logistique des circuits courts aujourd'hui? Très clairement, c'est vraiment le facteur limitant pour le développement des circuits courts. Si vous prenez en France, alors le public dont je vous ai parlé, c'est 120 ou 130 000 producteurs ou artisans ou petits industriels en France. Il y a très peu de chiffres là-dessus, puisqu'en fait, c'est un marché qui est globalement assez peu connu. Nous, par les chiffres qu'on a, et principalement pour les petits producteurs, on a 80% des producteurs qui livrent eux-mêmes. Et je vais plus loin, il y en a même 75% de ces 80% qui n'ont jamais compté ce que ça leur coûte. Alors pour des industriels, où ça peut paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui, c'est vraiment le point important au niveau des petits producteurs. Ce n'est pas tout à fait pareil dès qu'on s'adresse à des artisans ou à des industriels qui, eux, forcément, ont fait les calculs. Donc, en fait, il se passe deux choses par rapport à ces circuits courts aujourd'hui, c'est qu'il y a deux optiques. Soit ils le font de manière à ce que ça ne freine pas leur vente, c'est-à-dire en termes de rythme, de quantité livrée, de franco, voilà. Et ça, dans ce cadre-là, ça leur coûte très cher. Il y a des études qui montrent que pour certains petits producteurs, on est parfois jusqu'à 30 à 50% du prix de vente du produit. Et c'est des chiffres vrais, hein. C'est un peu surprenant, mais voilà. Et il se passe souvent aussi au niveau des producteurs, c'est qu'en fait, ils le font de manière inverse, c'est-à-dire ils le font de manière économique pour eux, c'est-à-dire par rapport au temps que j'ai, par rapport à mon camion, par rapport à mes tournées, je me limite à un nombre de magasins, à une quantité, tout ça, et ça freine énormément leur vente. Donc c'est en ce sens que cette logistique est un facteur limitant. Et alors là, je ne vous parle pas aussi de l'empreinte écologique. C'est assez paradoxal, mais un petit cabécou de l'Ariège qui est livré avec un vieux camion pourri par paquet de 3 dans Toulouse, il est plus polluant qu'un fromage industriel qui descend du nord de la France pour être vendu à Toulouse. Alors ça fait un peu drôle vis-à-vis des circuits courts, mais c'est malheureusement une réalité. Alors pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'offre de transport adaptée à ces producteurs, à cette échelle de livraison? Alors pour qu'on se comprenne bien par rapport au schéma de tout à l'heure, là on parle pour livrer en B2B, en circuit court, sur le type de clientèle qu'il y a, on est sur de la livraison de multicolis jusqu'à la palette. Alors, sur certains produits, on peut aller à plusieurs palettes, style fruits et légumes, les choses comme ça, mais on va être à la tonne ou en dessous de la tonne, quoi. Voilà. Donc, on n'est absolument pas dans des livraisons en quantité. Alors, les premiers problèmes sont liés, il y a quelques freins qui sont liés au colisage, à l'organisation des producteurs, des fournisseurs. Ça, c'est des choses qui peuvent se résoudre assez facilement. On est sur des flux très, très égrenés. Alors, il n'y a pas de chiffres là-dessus. Moi, je vais vous donner des chiffres que nous, on a réussi à récupérer. Si vous prenez, par exemple, sur Toulouse, 22 magasins Biocoop qui travaillent avec 350 producteurs, mais 200 actifs, ça, nous, on a chiffré, c'est 50 000 livraisons individuelles par an. Alors, quand vous dites ça à des logisticiens, ils se grattent la tête, ils disent c'est pas possible. Voilà. On est sur des nombres de livraisons phénoménaux. Pourquoi? Parce que chacun fait la sienne dans son sens.
Et la raison principale pour laquelle il n'y a pas d'offre de transport, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a de vision globale sur qui vend quoi, à qui, quand et comment. Enfin, comment, c'est-à-dire température, emballage, tout ça. Or, si on veut mettre en place des circuits qui fonctionnent et qui soient économiquement valables, il faut massifier. Alors, massifier, ça ne veut pas dire que tout le monde livre dans une énorme centrale qui va redistribuer. Ça veut juste dire qu'il faut être capable que les producteurs, à leur échelle, soient capables de regrouper leurs flux et de les livrer de manière, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire mutualisée, organisée. Donc, le problème, c'est que pour massifier, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à massifier. Et quand on traite là avec énormément de producteurs, alors pour ceux qui n'ont pas les chiffres, des producteurs qui font de la vente directe sur l'Occitanie, alors c'est très compliqué parce que vente directe, ça va de vente sur les marchés à B2B et avec des magasins, mais en gros, on peut estimer qu'il y a 5 à 6 000 producteurs sur Midi-Pyrénées qui travaillent, sur l'Occitanie, qui travaillent en vente directe. Pour massifier, donc, il faut savoir, il faut avoir l'information de quoi, quand, à qui et tout ça. Et pour savoir, aujourd'hui, il faut digitaliser. Il faut avoir un système d'information numérique qui permet de globaliser l'information et qu'elle circule très vite et facilement. Et pour digitaliser, il faut avoir accès à la donnée. Alors, ça paraît évident, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir accès à la donnée, il faut être capable de récupérer les données qui sont des données en même temps commerciales. C'est-à-dire, je vends quoi, qui et quand. Alors, il n'y a pas le prix, forcément, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est déjà quand même des informations commerciales importantes. Et les seuls aujourd'hui qui arrivent donc à massifier et à optimiser, c'est des grossistes. Alors, ce n'est pas un gros mot, grossiste, mais c'est des gens qui achètent et qui revendent et qui, du coup, ont l'information pour faire cette modification. Alors, aujourd'hui, les circuits courts, ils ne sont pas vertueux, et pas toujours vertueux, mais même très souvent pas vertueux. Je vous marque là rapidement les 3 flux. Vous avez la relation commerciale, la discussion, les flux physiques et les flux d'information. Si je vous schématique les circuits courts actuels, aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire chacun fait la sienne dans son salle, et il y a une énergie énorme qui est déployée. Il y a des grossistes qui, eux, arrivent à massifier un petit peu et on va réduire le nombre de flux, mais il y a une barrière, c'est que c'est eux qui achètent et qui vendent, donc c'est un style de commerce qui ne correspond pas forcément à tout le monde et on n'est plus dans ce qu'on appelle le circuit court. La proposition d'AgriFlux et ce que nous on est en train de développer, c'est un schéma qui permet aux commerçants et aux magasins de travailler ensemble en ayant une relation commerciale directe et un outil qui permet d'avoir de la circulation d'informations. Et nous, on se positionne comme un prestataire de confiance, c'est-à-dire prestataire par rapport à du transport, qui est tiers, c'est-à-dire qui est neutre commercialement, et qui donc donne de la confiance dans cette relation-là pour pouvoir massifier les flux. Et c'est en ça que la position de ce qu'on propose aujourd'hui est nouvelle, c'est-à-dire c'est à la fois de se concentrer que sur le transport tout en donnant des solutions de gestion de l'information. Et pour ce faire, on est commissionnaire de transport, c'est-à-dire on organise des flux qui existent déjà, et derrière, en fait, on gère des opérations de transport sans être à la main au départ dans la partie commerciale et discussion. Alors, ce qu'on est en train de développer sur Toulouse, c'est une approche globale. Alors, on est en phase de rassembler un nombre important de producteurs. Et pour ce faire, il y a des paramètres qui nous ont paru importants à nous, c'est qu'il faut intégrer les acteurs en fonction de leurs besoins et de leur situation actuelle. On ne part pas de zéro, c'est-à-dire on ne va pas dire à des gens vous n'avez jamais rien fait, tout d'un coup on arrive, c'est la solution. Donc en fait, cette étape d'intégration, elle va passer par des circuits. On parle d'information tout à l'heure. Alors pour vous donner l'exemple, on a commencé à travailler des magasins Biocoop. Les magasins Biocoop nous ont dit, nous, ça nous intéresse vraiment, mais on ne veut pas que Sobio. Alors, pardon, je cite des noms-trucs, mais voilà, entre Biocoop et Sobio, c'est un peu la guerre. On ne veut absolument pas que Sobio voit un peu nos flux et tout ça. Donc, il faut créer des circuits d'information qui permettent aux producteurs de rentrer dans ces circuits et aux magasins de travailler avec leurs circuits. Mais les producteurs ne sont pas sur un seul circuit. Un producteur, il va travailler avec Biocoop et avec Sobio. Et bien d'autres. Donc, en fait, il faut avoir des circuits qui s'interconnectent et c'est là le rôle d'AgriFlux. Il faut fournir des outils de digitalisation. Alors, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'information et de la cohérence. Alors là, on travaille avec des producteurs qui ont chacun leur système d'information, qui pour certains va du crayon à des ordinateurs et des téléphones très connectés. Donc, il y a une grande diversité. Donc, la solution, c'est de proposer une offre qui permet de digitaliser sans gêner la relation
commercial direct. Et c'est ce qu'on a mis en place avec un outil qui permet aujourd'hui de travailler sous une forme à la fois dans un circuit. Par exemple, les magasins Biocoop ont un outil pour commander à leurs producteurs, mais cet outil est utilisable par les producteurs pour travailler avec leurs autres clients qu'eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est un peu l'originalité de la démarche qu'on a mis en place. Donc, ils respectent bien sûr la propriété de l'information, qui favorise la relation commerciale. Et nous, notre boulot, c'est de proposer des solutions logistiques qui vont devoir se monter progressivement parce que les producteurs ont déjà des choses en place. Du coup, quand vous allez proposer une offre logistique à quelqu'un, comme ça ne va pas être la solution universelle, imaginez un producteur qui livre sur Toulouse, mais un peu sur Carcassonne. Nous, on démarre sur Toulouse, donc on va lui proposer des choses sur Toulouse, mais pas forcément sur Carcassonne. Du coup, il va falloir que cette offre lui permette de rentrer progressivement dans ce circuit. Je vais essayer d'aller assez vite. La démarche de développement qu'on a mis en place, c'est donc créer un premier noyau d'utilisateurs, parce que quand on veut massifier, il faut avoir beaucoup de monde, mais pour pouvoir avoir beaucoup de monde, il faut avoir une offre déjà. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, nous, on a commencé avec le réseau Biocoop à créer un premier travail avec eux, qui n'est pas exclusif, mais qui permet de créer un premier noyau de producteurs, qui nous permet déjà de rassembler des producteurs. Alors, en gros, rassembler, ça veut dire quoi? C'est des producteurs qui veulent être ramassés ou livrés, il y a différentes options, mais le même jour pour être regroupés sur une plateforme pour faire du cross-dock. Et là, ça va être réparti par magasin. Et donc, on va pouvoir livrer des palettes dans les magasins qui vont regrouper 4, 5, 6, 10 producteurs selon les volumes. La démarche, donc, c'est bien sûr de recueillir la donnée digitalisée. Alors ça, pour des entreprises plus importantes, ça paraît évident, mais à l'échelle où on est là, c'est vraiment le cœur du moteur de ce qu'on a mis en place. Et puis derrière, structurer ces offres de transport, c'est-à-dire monter, ça c'est le rôle de commissionnaire, monter des offres de transport adaptées à ces schémas-là. Et puis après, monter en puissance pour arriver à avoir des flux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a démarré sur Toulouse, c'est assez récent, donc on ne va pas dire qu'on est les champions du monde, loin de là. On a démarré avec un premier pool de producteurs. D'ici 2021, on aura fait à peu près la preuve que ça marche et on est déjà en très bonne voie parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie attente de la part de ces clients-là. Pour l'anecdote, on a fait un mail, on a fait un questionnaire d'information aux 350 producteurs Biocoop. On a eu 230 réponses, avec 15 minutes de réponse par questionnaire. Donc, c'est vrai que la logistique est vraiment un sujet qui chatouille et qui gratouille. Ce qui est important, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place, ça sera rentable qu'avec des volumes importants. Pour le dire simplement, pour être efficace pour les petits, il va falloir être gros. Parce que la valeur ajoutée, quand on fait de la logistique, elle est faible et il faut vraiment brasser du monde. Et puis surtout, il faut faire évoluer le modèle et les outils en fonction des besoins des gens. Il n'y a pas de solution miracle, puisqu'on va travailler avec des gens qui ont des modes de fonctionnement diverses et variées. Et au niveau des transporteurs, c'est aussi le cas, notamment dans la partie messagerie. Dans le transport et la messagerie, il y a encore beaucoup de transporteurs qui travaillent dans des modes un peu… On n'est pas dans le 5.0, là, on est dans le 1,2.0. Pour certains, même dans le 1.0. Voilà, donc c'était pour vous présenter un peu notre logique à nous et la démarche dans laquelle on s'inscrit, en espérant que ça vous amènera une expérience. Merci, Monsieur Thuy. On va passer la parole, on va passer sur le volet gestion des stocks et avec d'abord le témoignage d'AME Management, donc Monsieur Trias, sur des solutions de géolocalisation. Je vous laisse. Oui, bonjour, je vais partager mon écran. Alors, vous voyez mon écran là? Oui, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous et à tous. Donc Eric Tria, AME Management, donc c'est une agence d'innovation industrielle
qui coordonne des projets, notamment, donc, en l'occurrence pour Geobiox, nous travaillons avec la société Hydre, qui est basée à Mérignac, qui est spécialisée dans les systèmes la fabrication de systèmes de géolocalisation, et Otidea, une agence de Tarbes, on est nous aussi basé à Tarbes, qui elle est une agence digitale et qui est spécialisée dans le développement d'applications métiers, donc ce sont des développeurs d'applications. Alors, pour parler de la géolocalisation, communément appelé, ce qui concerne dans l'utilisation de la vie au quotidien, c'est les objets connectés. Première technologie qu'on connaît tous, qui a été développée en 1958 par l'armée américaine, après le lancement de leur premier satellite. On parle tous de GPS. En fait, GPS, c'est une marque, mais le vrai nom de la technologie du GPS, c'est la technologie GNSS. Voilà. Donc ça, c'était au départ réservé à l'armée. C'est une technologie qui s'est vulgarisée dans les années, qui a commencé, disons, à se vulgariser dans les années 70, pour se développer à une échelle mondiale depuis une dizaine d'années. Donc on a tous sur nous des objets connectés avec le smartphone, hein. Plus de 5 milliards de smartphones dans le monde aujourd'hui. Et pour ce qui nous concerne, dans le domaine de l'industrie et de l'industrie agroalimentaire, on est en train vraiment, par rapport aux besoins qui ont été exprimés sur les deux présentations précédentes, hein, que ce soit pour la supply chain ou pour les circuits courts, dans tout type d'utilisation, on a besoin de traçabilité, on a besoin de connecter de la donnée, on a besoin de l'analyser. Donc, dans les chaînes de production industrielles, donc les premiers à avoir utilisé ça, c'était l'industrie automobile, l'aéronautique, mais on commence à démultiplier ça maintenant dans l'agroalimentaire, et on commence effectivement à voir des fermes connectées qui ont besoin de traçabilité ou de piloter à distance des robots qui se chargent de la désinfection de leur ferme. On a également les objets connectés qui se démultiplient dans le sport pour contrôler les performances, les déplacements des joueurs. Quand on vous dit qu'un joueur, à l'issue d'un match de rugby ou un match de foot, a parcouru 11,25 km, c'est par rapport à ces objets-là qu'on a pu les tracer. Alors, pour l'agroalimentaire, les besoins répertoriés, ils sont à 3 niveaux. Donc, dans la gestion des flux, hein, pour pouvoir faire le lien avec, surtout, notamment la présentation de la supply chain. On a des problématiques liées à la chaîne du froid, le contrôle de la chaîne du froid. Lorsque celle-ci n'est pas respectée, on peut avoir des pertes ou du gaspillage d'aliments. Et bien évidemment, tout ceci, les objets connectés, la géolocalisation, permet d'intégrer un monitoring avec une traçabilité de l'historique de tout ce qui s'est passé, l'enregistrement, où on peut détecter les goulots d'étranglement dans une chaîne de production ou les blocages. Donc, c'est bien évidemment, tout ça, c'est du gain de temps parce que la géolocalisation, la technique développée, c'est du contrôle en continu et en temps réel. Donc, dans les applications métiers, donc on reprend traçabilité des produits, gestion des stocks, c'est un suivi en temps réel. Alors, par exemple, sur la chaîne du froid, si on a un exemple à donner pour parler de la perte de temps, pour revenir au circuit court, lorsqu'un producteur livre une cantine scolaire, on a ça dans certaines villes. Donc vous avez le transporteur va faire du contrôle manuel avec avec des thermoflash alimentaires pour vérifier à l'entrée, à la sortie du camion. Il va noter à la mano sur un carnet que tout a bien été respecté. Là, on n'a plus besoin. À partir du moment où vous avez l'objet connecté, on peut enregistrer en continu les températures, les variations de température de l'objet et vérifier qu'il a été livré de manière conforme. C'est un exemple d'utilisation qui utilise plusieurs technologies. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le Wi-Fi, le RFID, le Bluetooth, l'Ultra Wideband et le Sigfox, chacun a ses caractéristiques avec des différences de précision. Donc, pour ce qui est du Wi-Fi, bon, c'est ce qu'on utilise tous.
Mais il a l'inconvénient, c'est que la géolocalisation dans une chaîne de production, c'est de la géolocalisation rapprochée, que ce soit en externe ou en interne d'ailleurs, et pour schématiser, le Wi-Fi, on va utiliser un très gros tuyau pour analyser de tout petits échanges d'informations. Le RFID, c'est de la technologie ultra rapprochée puisqu'il fonctionne au maximum, il fonctionne entre 3 et 20 mètres. C'est souvent ce qu'on va utiliser, donc on va intégrer dans les cartes magnétiques pour ouvrir les portes, dans les hôtels ou dans les bureaux. On peut donc, dans une chaîne de production, intégrer du RFID à condition, c'est que ce soit par exemple sur un tapis roulant, où le périmètre géographique est très limité. Le Bluetooth, on le connaît, donc il a des avantages et des inconvénients. Il a une distance également relativement limitée. Et puis, il cesse de capter souvent quand vous avez une personne qui passe entre le capteur et l'objet connecté. Par contre, pour revenir sur le RFID, quand vous avez ce besoin quand ça correspond à votre besoin d'utilisation, le gros avantage, c'est qu'il n'utilise aucune batterie. Donc ça, en termes d'économie, c'est l'idéal. L'ultra wideband, donc ça, c'est la technologie en cours de développement. C'est celle qui est aujourd'hui en train d'être utilisée par Google, Samsung, Apple, qui utilisent tous leurs smartphones depuis l'iPhone 11 et pour le Samsung depuis le Samsung 20. Parce que c'est celui qui a à la fois la distance la plus... Enfin, il n'est pas limité au niveau de la distance, et celui qui apporte le plus de précision. On peut piloter c'est ce qu'on utilise pour piloter sa maison à distance, pour ouvrir sa voiture, et en plus de ça, il a l'avantage d'être ultra sécurisé. Voilà. Ensuite, vous avez le Sigfox qui est, lui... à un coût un peu plus élevé parce qu'il nécessite un certain nombre de portiques et de balises pour s'équiper. Voilà. Bon, sans rentrer dans les détails, pour savoir en fait quelle technologie correspond à votre besoin en amont, sur votre chaîne de production ou sur votre exploitation, on définit votre besoin avec un cahier des charges, et un petit peu comme dans la présentation précédente, pour savoir quelle solution de transport vous correspond. Des fois, c'est une solution multiple. Là, ça peut faire également appel à de la technologie multiple. Donc, on intègre, et une fois qu'on a déterminé le détail, le calcul de votre besoin, le calcul notamment des gaspillages, des pertes ou les gains de temps que vous souhaitez apporter, on détermine la technologie adaptée, on produit le matériel et on le déploie dans votre système, dans votre chaîne de production. Et bien évidemment, qui dit gestion de données, dit hébergement de données, et bien évidemment maintenance, pour pouvoir faire en sorte que ces systèmes continuent à être performants. Voilà. Donc cette technologie et ce GeoBiox, c'est un projet qui est développé, comme je vous l'ai dit précédemment, par 3 entreprises, AM Management, Hydre et Otidea, qui permettent donc d'optimiser les chaînes de production et de sécuriser et de vous permettre de gagner du temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez aussi lever la main dans l'outil si nécessaire. La problématique quand on déploie comme ça une technologie, c'est après pour aller au bout de votre besoin, c'est de pouvoir déployer les tableaux de bord utilisables par vous, c'est-à-dire que ce soit qu'il y ait une certaine convivialité dans la lecture et l'interprétation des données, que ce soit instantané pour l'utilisateur, que ce ne soit pas des tableaux ultra compliqués, souvent qui ne sont pas très lisibles.
Donc on a en amont l'ingénierie, l'étude du besoin, ensuite on a le déploiement de la technologie, ensuite on développe l'application qui permet à l'utilisateur de lire uniquement les données dont il aura besoin. Voilà, donc GeoBiox a été labellisé par la French Tech en 2019 et c'est un projet qui se développe à Tarbes au sein du Big Crescendo, la pépinière d'entreprise. Merci, Monsieur Tria. Merci. Je vais reprendre la main du partage et on va avoir le témoignage de l'entreprise Alterbio sur cette partie gestion des stocks. Alors, merci. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter un petit peu le contexte avec la présentation d'Alterbio rapidement. En fait, voilà, le contexte, c'est Alterbio est metteur en marché de fruits et légumes biologiques, mais pas que. On a perdu la présentation, excusez-nous. Ah, voilà, merci. Donc, metteur en marché de fruits et légumes, mais nous agissons à différents niveaux, tant en production qu'en distribution. Donc, ça sous-entend la gestion de nombreux stocks, avec 350 références de fruits et légumes frais, mais également une offre complémentaire qui a été développée il y a quelques années pour servir également d'autres réseaux comme les détaillants spécialisés bio, avec 1000 références d'épicerie bio. Et vous verrez qu'Adrien Matali va faire un distinguo sur deux gestions de stock bien séparées entre le frais et l'épicerie qui ne se gère pas de la même manière chez nous. Alterbio est une PME 100% familiale. Un petit historique pour vous montrer que la société est engagée dans le bio depuis 1984, à l'heure où il n'existait pas encore de cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc Alterbio porte vraiment dans son ADN la bio et a intégré très rapidement dans tous ces dispositifs la traçabilité du produit, qui est une exigence réglementaire de la bio dès sa création. Voilà, je vais pas m'attarder sur cette diapositive historique, on va passer à la suivante. Comment est structuré en fait notre système global de maîtrise de la qualité en entreprise qui agit bien sûr sur la gestion de nos stocks. Nous avons des plans de contrôle sur le terrain avec les producteurs partenaires et sur nos propres productions également. Nous sommes certifiés par EcoCert depuis 1995. Nous réalisons régulièrement des audits et des visites de producteurs pour justement mettre en place les cahiers des charges avec eux en fonction, bien sûr, des cahiers des charges clients, mais également notre propre cahier des charges Alterbio en fonction des marques et des labels que nous utilisons. La société est labellisée IFS Food, certifiée IFS Food depuis l'an dernier, et nous analysons régulièrement les lots en plus des contraintes réglementaires, avec un lourd plan d'analyse et contrôle d'absence de résidus pesticides. Et nous sommes adhérents à la démarche Saint-Charles internationale, la démarche qualité, pour notre application de la méthode HACCP agroalimentaire. Nos flux, rapidement, deux origines, origine Méditerranée et origine monde. Donc, origine monde, nous faisons du grand import sur notamment les exotiques et d'autres productions non européennes. Et sur l'origine Méditerranée, bien sûr, un gros pôle de production en Occitanie avec plus de 60 producteurs partenaires et également une abricoterie en propre pour Alterbio. Donc concernant l'ensemble des productions qui peuvent être faites en Occitanie, mais également de l'approvisionnement Espagne, toujours avec des groupements de producteurs partenaires, et une exploitation en propre en Andalousie où nous faisons du maraîchage lourd, et également une production sur la Tunisie avec des produits endémiques, grenade, orange maltaise et date d'Aiglette Nour, et un gros partenariat sur l'Italie, notamment pour le raisin et la pomme. Voilà, je laisse la parole à Adrien Matali qui va vous présenter maintenant notre méthode de localisation fruits et légumes. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Adrien Matali, je suis le DSI de la société Alterbio. Je vais vous présenter nos méthodes de localisation de nos produits dans nos entrepôts. Et je vais commencer par les fruits et légumes. On a deux activités, les fruits et légumes et l'épicerie. Donc l'épicerie qui correspond aux produits secs, chocolat, vin, etc.
Donc pour les fruits et légumes, le principe est le suivant. On associe un code de localisation à un lot. Un lot qui est un numéro unique identifié à un arrivage et qui nous permet de garder la traçabilité sur nos produits. On a deux méthodes pour les fruits et légumes. On a une méthode par zone et une méthode par rack. Le principe de la méthode par zone, c'est qu'on définit tout simplement des zones dans notre entrepôt. Donc c'est codifié par exemple ici sur la diapo de 1 à 8. Et on va associer en fait ce code de localisation au lot. On se sert de cette méthode 1 pour stocker des palettes entières dans l'entrepôt. Il se peut qu'on arrive à un moment où parfois on se retrouve avec une palette avec uniquement 10 colis sur la palette. Et pour ne pas occuper l'espace sur la palette, pour ne pas occuper l'espace au sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ces 10 colis sur un rack. Donc là, on passerait sur la méthode 2 par rack, où on identifie en fait le produit dans la zone, sur un rack et sur le niveau du rack. Donc on se retrouve avec un code de localisation qui est composé, par exemple ici, c'est 01 à 01. Donc zone 1, aléa et niveau 1. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de ce que je vous citais précédemment. On est sur la première photo, on est par exemple sur la zone 1. On voit que les palettes sont complètes. Sur la zone 2, on voit un exemple de rack avec une identification du rack, donc 01A. Et pour l'ensemble de ces deux méthodes, chaque lot est identifié avec une ardoise où on indique le numéro du lot et la zone sur laquelle se trouve le lot. Alors, la question, c'est comment on associe ces zones à ces lots. Dès que l'agréeur agrée le produit sur nos quais, l'agréeur, pour le stocker, va associer une zone au lot à l'aide de notre ERP. Et ensuite, cette zone sera affichée sur le bon de préparation du préparateur pour qu'il puisse retrouver le lot dans l'entrepôt. On a possibilité, une petite remarque, on a possibilité de réaffecter le lot sur une nouvelle zone avec un PDA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais vous présenter la partie épicerie. Donc la partie épicerie, le principe est le même. On va affecter un code de localisation à un lot. Mais la différence, c'est qu'on va utiliser un PDA et on ne va pas utiliser l'ordinateur. Et on va décomposer aussi nos entrepôts en zones. Et dans ces zones-là, en fait, on va identifier tous nos racks. Et dans les racks, on va identifier les colonnes et on va identifier les niveaux. Et donc, on va se retrouver avec, par exemple, un code 21B0502, 21B0501 et en suivant 00. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un produit qui se trouve dans une zone 21, sur un rack qui est le rack B, dans la colonne qui est la colonne 05 pour le premier code, et qui se trouve sur le niveau 2. Donc, le niveau 2 qui est le niveau le plus haut. Diapo suivante, merci. Bon, là, on a un exemple d'identification d'un rack avec le numéro de colonne. Et on a un exemple de numéro de lot qui identifie le produit dans le rack. Donc, c'est le même principe que les fruits et légumes. Pour chaque produit, il est identifié avec un lot et on y appose soit une ardoise pour les fruits et légumes, soit une étiquette pour l'épicerie. Et donc, il y a un code barre aussi qui est associé pour qu'on puisse le flasher avec le PDA. Et sur cette étiquette est présent le numéro de lot et le code de localisation. Donc ici, c'est un exemple tout simplement de comment le préparateur retrouve son produit. Il a la liste des produits à préparer sur son PDA, sur la première capture. Et sur cette liste, il a le code de localisation. Et ça lui permet de retrouver dans l'entrepôt le produit. La personne va flasher le code barre. Ça va lui remonter le produit. Il va devoir saisir la quantité. S'il flash le mauvais produit, il va avoir une erreur. Il va devoir retrouver le bon produit et le reflasher. Bon, ça arrive très rarement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de possibilités d'évolution, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut passer, pour les fruits et légumes, tout comme pour l'épicerie, on peut automatiser en fait ce process avec des PDA, puisqu'aujourd'hui on est quand même sur papier. On est
sur un ordinateur pour affecter les zones et pour réceptionner, etc. Mais en termes de préparation, on n'est pas avec un PDA. Le PDA permettrait de fiabiliser ça et d'identifier aussi nos palettes. Aujourd'hui, on identifie les lots, mais on n'identifie pas les palettes. Pour l'épicerie, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait afficher nos produits sur un plan pour le géolocaliser. Et on pourrait très bien aussi accompagner le préparateur en lui indiquant le chemin à parcourir pour retrouver le lot. Donc, par exemple, le plus court chemin à réaliser pour trouver le lot. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on est disponible. Merci beaucoup, messieurs Echner et Mattei. Je vous propose maintenant de vous présenter le parcours régional Industrie du futur. Donc, on a vu à travers tous ces témoignages qu'on était sur des cas d'entreprise, des problématiques différentes, que des outils pouvaient être aussi à disposition pour optimiser, améliorer sa gestion des stocks ou sa logistique. Et donc là, moi, je vais vous présenter en fait un dispositif régional mis à votre disposition pour vous aider à vous accompagner dans vos transformations industrielles. Donc, de façon très simple, je ne vais pas non plus faire des grands discours puisqu'on a un exemple d'application à la fin de ce webinaire avec l'entreprise Suardarc et la FNOR. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend derrière l'industrie du futur? C'est l'ensemble des transformations des systèmes de production qui peuvent être introduites grâce aux nouvelles technologies et surtout dans l'objectif de gagner en performance et en compétitivité. Donc, au niveau de l'industrie du futur, on est vraiment sur une approche globale de la performance de l'entreprise et donc là, vous avez les 7 items détaillés et l'interaction aussi entre ces systèmes. Donc, bien évidemment, ce qui est central, c'est la vision, la stratégie de l'entreprise. Ensuite, tout l'aspect intégration de nouvelles technologies, dont le numérique, on en a pas mal parlé ce matin. Tout ce qui est performance industrielle de l'outil de production, mais également la performance organisationnelle. On a parlé aussi dans la partie logistique de l'entreprise étendue, avec tous les tiers avec lesquels l'entreprise travaille. Tous les aspects réduction de l'empreinte environnementale et énergétique, et évidemment le facteur humain qui est capital dans la performance de l'entreprise, et tout ce qui est performance économique et nouveaux modèles. Donc, le programme régional Industrie du futur, c'est quoi? En fait, c'est un accompagnement sur mesure grâce à des experts qui ont été référencés par la région et qui mettent à disposition en fait un accompagnement personnalisé des entreprises qui s'engagent dans ce parcours pour mettre en œuvre une stratégie à impact rapide. Donc, sur différents plans, pour vous permettre de gagner en compétitivité, en performance globale, d'intégrer des nouvelles technologies, de replacer l'humain au centre de l'entreprise, d'être dans une démarche d'innovation continue et d'améliorer la performance environnementale, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, concrètement, il y a 2 phases d'accompagnement possibles. Une phase courte de 5 jours qui est une phase de diagnostic de votre entreprise. Ça sera expliqué plus en détail sur le témoignage suivant, donc je ne vais pas m'étendre. Mais en tout cas, sachez qu'en termes de financement d'aide publique, cette phase peut être prise en charge à 100%. Et donc, il y a une phase 2, plus longue, qui, elle, est plus dans la mise en œuvre du plan d'action. Et là, en termes de prise en charge, on est une prise en charge jusqu'à 50% des coûts d'accompagnement. Donc, au niveau des prestataires, on est sur une méthode architecte de projet. Ils ne sont pas offreurs de solutions, donc c'est tiers de confiance pour l'entreprise, et donc des prestataires avec une expérience éprouvée sur ce sujet d'industrie du futur. L'architecte est vraiment l'interlocuteur privilégié de l'entreprise sur les 2 phases que je viens d'évoquer. Il a un rôle de pilotage de projet dans cette transformation. Donc, il va identifier, proposer, coordonner des interventions d'experts aussi sur les différents sujets qui ont pu être identifiés et définis avec le chef d'entreprise. Donc, vous avez 7 prestataires qui ont été référencés.
dans le cadre de ce dispositif, donc Agilea, AFNOR, Altran, Silad Consulting, Nextenso Innovation Croissance, OPO Soconit et TopTech. Et le choix du prestataire, donc parmi ces 7, revient à l'entreprise. Donc, en termes de critères d'éligibilité pour ce dispositif public, donc, il s'adresse à toute entreprise ayant une activité industrielle, quelle que soit sa taille, hein, sauf les grands groupes, TPE, PME et ETI. Et surtout, un point important, c'est quel que soit le niveau de maturité. Voilà, on a vu dans les différents témoignages ce matin qu'il y avait des niveaux de maturité différents en termes de performance, en termes de numérisation, etc. Donc, ce dispositif s'adresse vraiment à tous. Donc, pour les entreprises situées en Occitanie, il faut avoir une activité. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous avez tout qui est indiqué sur la slide. Comment obtenir plus d'informations et intégrer ce parcours? Donc, vous pouvez vous rendre sur le hub entreprendre.laregion.fr sur la page spécifique du parcours qui vous permet de découvrir les détails, de choisir un prestataire et de déposer votre dossier en ligne. Donc, en fait, vous créez votre compte gratuitement sur le hub. Vous pouvez choisir un référent parmi le réseau de développeurs. Et vous accédez ensuite au descriptif complet de cette aide, avec notamment le descriptif aussi détaillé des 7 prestataires que j'ai évoqués. Et vous pouvez déposer ensuite votre demande en ligne. Donc, un point qui me semblait important, c'est aussi de vous indiquer qu'il y a d'autres dispositifs pour vous accompagner dans vos investissements, qui sont divers et variés selon les typologies, les montants de projets, etc. Et ces dispositifs peuvent être en fait mobilisés en complémentarité de ce parcours. Et c'est souvent pertinent finalement de mener une étude de besoin, donc notamment cette partie diagnostic, en amont d'un investissement pour s'assurer qu'il est en adéquation avec votre besoin. Donc, vous avez en lien le lien du Hub Entreprendre où vous retrouvez tous les dispositifs régionaux. Un lien également vers les aides d'État, notamment les dispositifs exceptionnels dans le cadre de la crise Covid et du plan de relance. Et vous avez également un lien sur un guide qui a été mis en place dans le cadre du contrat de filière agroalimentaire qui recense les différentes aides pour le secteur agroalimentaire. Voilà, je vais donc passer maintenant la parole à messieurs Garcia et Sesma qui vont témoigner sur l'entreprise Fieur d'Arc par rapport à ce dispositif Industrie du futur. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran? Alors, on ne voit pas le PowerPoint. Ah. Là, on voit le PowerPoint par un diaporama juste. Pourtant, je l'ai mis. Et là, est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Oui, voilà, parfait. Excusez-moi. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cette webconférence de m'avoir permis de présenter notre offre de service dans le cadre du programme Industrie du futur. Donc, attends, pour me présenter rapidement. Est-ce que tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît? Décidément. Excusez-moi, bien sûr. Je n'arrive pas à activer. Ah, bon, tant pis. Bon, tant pis. Je vous assure, j'existe vraiment. Je ne sais pas, le bouton est désactivé. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Le principal étant d'avoir le son. Donc, je me présente, Patrice Garcia. Donc, je suis le délégué régional Occitanie du groupe AFNOR. Donc, si je suis présent parmi vous aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'acteur de la normalisation ou de la certification, mais comme cela a été dit par Aude, en tant que prestataire référencé pour accompagner donc les entreprises industrielles de la région Occitanie dans le parcours industrie du futur. Alors pour
pour relever les différents défis de l'industrie du futur, nous avons formé un groupement avec des partenaires historiques de l'AFNOR, que sont le cabinet Stratéis, donc spécialisé dans le coaching de direction, d'accompagnement au changement, et qui permettra voilà, d'apporter son regard sur l'enjeu de transformation managériale des organisations. L'AFNOR, bien entendu, dont le cœur de métier est l'évaluation des systèmes d'organisation. Donc, on verra que l'industrie du futur n'est pas qu'une vitrine technologique, mais c'est aussi adopter des modes d'organisation performants. Donc, quand on entend mode d'organisation, c'est des démarches management de la qualité, environnement, énergie, voire plus globalement sociétal, puisque vous avez vu dans l'introduction qui a été donnée par Aude, l'industrie du futur est aussi une industrie qui doit répondre voilà, aux exigences sociétales, y compris voilà, l'environnement, la performance énergétique, etc. Et puis, ce qui fait aussi l'originalité et la singularité de notre groupement, dont l'AFNOR est le chef de file, c'est le partenariat avec un acteur industriel régional, donc l'usine de Bosch à Rodez. Alors, pourquoi ce partenariat qui peut parfois paraître un peu surprenant? Alors, c'est vrai que le cœur de métier de l'usine de Bosch n'est pas d'accompagner les organisations, voilà, mais de fabriquer des pièces mécaniques, des injecteurs pour le diesel plus exactement. Ceci étant, ils ont développé une très forte expertise sur ces sujets de transformation technologique, d'intégration du digital dans leur système de production, de conduite aussi de projets de transformation. Bosch a fait partie des entreprises pionnières sur ces sujets en France et fut l'une des premières entreprises labellisées vitrine industrie du futur. Donc, cette participation à nos côtés dans la campagne des entreprises garantit une approche très pragmatique de ces sujets de transformation. Et voilà, monsieur Didier Sesma, donc directeur industriel de Sierdar, que nous accompagnons dans le cadre de ce programme-là, pourra revenir sur ce sujet-là. Voilà, donc finalement, ce groupement, c'est une complémentarité de compétences voilà, qui permet d'aborder et d'avoir un réel regard à 360 degrés, donc des enjeux de l'industrie du futur. Donc, notre philosophie sur cet accompagnement, donc on a vu précédemment que l'enjeu n'était pas sur les solutions, elles existent. Voilà. Faut-il identifier les solutions qui sont les plus pertinentes au regard des enjeux de l'entreprise? Donc, vous retrouvez sur la partie droite du slide les 7 leviers de l'industrie du futur qui ont été évoqués par Aude avant moi. Je n'y reviens pas. Mais l'idée, voilà, c'est de les aborder de façon, je dirais, cohérente entre elles. Donc, s'il fallait résumer en 3 éléments la façon dont on va challenger les organisations, c'est tout d'abord d'identifier quels sont les enjeux de l'entreprise, quelle est sa vision, comment elle se voit dans les 5 prochaines années, quels sont ses enjeux stratégiques prioritaires. Donc ça, c'est un premier travail que l'on va faire. Le but étant d'éviter parfois les effets gadgets, comme on a pu le voir dans certaines entreprises, qui ont acquis des solutions, mais qui ne l'utilisent pas parce que finalement, elles ne correspondent pas forcément à un besoin réel de l'entreprise. Donc, vraiment identifier quel est le besoin de l'entreprise au regard de sa vision et de sa stratégie de développement. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là avec l'entreprise, on va se dire finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est la valeur que vous voulez créer? Alors, ça peut être, bien entendu, de la performance économique, l'entreprise qui va rechercher des gisements de compétitivité, des relais de croissance, voire même des nouveaux modèles économiques. On parle d'économie de la fonctionnalité, de la servicisation, par exemple. Donc, une fois qu'on a bien identifié avec l'entreprise, finalement, quelle est la performance qu'elle recherche. Donc, elle peut être, je viens de le dire, économique, mais elle peut être aussi environnementale et énergétique. On voit qu'il y a de plus en plus de pression sur les organisations pour qu'elles s'améliorent sur ces sujets-là. Et puis, avoir aussi, bien entendu, un enjeu social, voilà, qui est finalement d'accompagner les collaborateurs dans les changements, les évolutions, les montées en compétences au regard
des nouvelles solutions technologiques et digitales qui sont proposées auprès des entreprises. Et quand on a clairement identifié avec l'entreprise finalement quelle est la valeur qu'elle veut créer, quels sont les résultats qu'elle veut atteindre, on va s'interroger finalement sur quoi il faut agir pour atteindre cette valeur. Donc, faut-il agir sur la performance industrielle, améliorer l'outil de production? Faut-il travailler sur la performance organisationnelle? Comment l'organisation va permettre d'accompagner l'entreprise dans sa transformation? Et aussi en quoi les nouvelles technologies, le numérique peut aider l'entreprise à atteindre les objectifs attendus. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous montrer que finalement, on essaye de donner du sens. Ça, c'est un élément, je dirais, qui est important pour que finalement cette action-là, ne se limite pas, je dirais, au programme de l'industrie du futur. Il y aura un après. Et finalement, donner du sens, c'est un gage de pérennité de ce projet d'entreprise, puisque nous considérons que l'industrie du futur, c'est un véritable projet de transformation globale de l'entreprise, qui touche autant la partie sociale de l'entreprise que la partie technologique. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'esprit et le sens dans lequel nous accompagnons donc les entreprises. Donc, vous avez ici le parcours d'accompagnement qui vous a été aussi présenté très rapidement par Aude, donc qui se compose en 2 phases. Une première phase de diagnostic, alors 360 degrés, donc on va opérer sur la base des 7 leviers de l'industrie du futur que je viens de vous présenter. Alors, nous avons organisé ce diagnostic en 3 phases. Une première phase qui est très importante, qui est la préparation du diagnostic. Autrement dit, les intervenants vont prendre du temps avec l'entreprise pour bien comprendre son environnement, son contexte, ses enjeux, ses premières aussi réflexions vis-à-vis de ces sujets de transformation pour adapter ensuite son intervention sur site. Donc, dans le cas, mais je pense que M. Sesmat y reviendra tout à l'heure, où il y avait un fort enjeu d'amélioration des flux logistiques, cette réunion de préparation a permis très clairement d'identifier ce sujet-là comme un enjeu majeur. Et donc, Bosch est allé rechercher dans son entreprise l'expert sur ces sujets d'optimisation des flux. Donc, ça permet de bien calibrer l'équipe et le profil des intervenants au regard des enjeux de l'entreprise. Donc, une fois que cette préparation a été faite, on se rend sur site. Voilà, donc c'est 2 jours en présentiel avec un binôme systématiquement, donc un intervenant AFNOR pour tout ce qui va concerner les volets organisationnels et un intervenant, voire 2 intervenants Bosch pour tout ce qui va toucher les questions de performance industrielle et de transformation technologique et numérique. Voilà, donc ce diagnostic, alors il a deux volets. Un premier volet qui va consister à évaluer finalement les pratiques de l'entreprise au regard des différents sujets de l'industrie du futur que l'on a vu précédemment. Et le deuxième jour qui va être consacré à l'élaboration d'une feuille de route qui est l'un des livrables du diagnostic. Et cette feuille de route, on l'a co-construit avec vos équipes. Alors pour ceci, on a développé des techniques d'animation où on va travailler en groupe de travail avec vos collaborateurs, les dirigeants, pour qu'il en sorte une feuille de route qui soit partagée à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis la troisième phase, donc on fait un bilan à froid. Voilà, quelques jours après le diagnostic, pour restituer finalement les constats qui ont été faits lors du diagnostic, et puis également de présenter les préconisations que l'on fait aux entreprises et voir de quelle manière elles pourraient s'engager dans la phase 2 du programme. Donc cette phase 2 qui s'inscrit dans le prolongement naturel du diagnostic, où encore une fois, lors du diagnostic, on a une feuille de route qui donne des préconisations en matière d'action. Et la phase 2 a pour but d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des actions. Voilà, donc c'est de l'accompagnement, je dirais, de projets, où la première phase va consister, qui est très importante, à bien cadrer le projet. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais c'est que notre posture, on est vraiment dans une logique de transfert de compétences. Voilà, donc on ne va pas faire, on va aider
les équipes projets qui vont être désignées dans l'entreprise pour mener à bien les projets. Donc, on sera dans des logiques de transfert de compétences où on va leur donner des clés, des outils, des méthodes pour finalement qu'elles mènent de façon pérenne et encore une fois, au-delà du programme Industrie du futur, ces projets de transformation. Donc, première phase, design projet. Donc, on va bien caractériser le projet. On va également travailler sur un business plan et sur l'évaluation du ROI attendu. Et si besoin, de travailler avec l'entreprise sur finalement quels sont ses besoins en matière d'offreurs de solutions. Donc, une fois que ce projet est validé par la direction au plus haut niveau, on va se lancer dans le lancement, je dirais, opérationnel du projet avec une première phase de cadrage et ensuite de suivi de mise en œuvre et de bilan et perspective. Puis un élément assez intéressant, c'est que dans ce parcours-là, donc on propose aux entreprises de passer une journée avec ce qu'on appelle le Tour Usine 4.0 à Rodez, donc de passer une journée avec les équipes projets de Bosch pour pouvoir partager et benchmarker. Voilà, donc s'il fallait résumer ce qui guide notre accompagnement, c'est aider les entreprises à faire les bons choix, les choix qui correspondent réellement à leurs besoins, de mettre leurs collaborateurs au cœur du changement et enfin de pouvoir transférer nos compétences auprès des équipes de projet pour qu'elles puissent mener durablement leurs actions. Alors très concrètement, quand on dit d'aider à faire les bons choix, c'est entre autres par la fourniture de livrables assez complets qui permettent à l'entreprise de savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à ces différents enjeux de l'industrie du futur et de pouvoir surtout leur donner nos préconisations et également les points forts, parce qu'il faut aussi le dire, et les pistes de progrès dans les organisations. Donc c'est un rapport, Monsieur Sesmat y reviendra peut-être après, assez complet pour que ce soit réellement pour la direction et pour les opérationnels un réel outil d'aide à la décision. Donc ça, c'est un livrable du diagnostic. Il y a un deuxième livrable donc, qui est la feuille de route. Voilà. Donc, qui est travaillé avec vos équipes, comme je l'ai dit, lors du second jour de diagnostic sur site, et qui va permettre d'identifier quelles seraient les actions et les champs d'expérimentation, ce que Bosch appelle à l'époque les proof of concept, qui pourraient être mis en œuvre très rapidement avec des résultats à court et moyen terme. Donc ça, ce sont des outils qui sont fournis à l'entreprise, encore une fois, pour les guider dans leur choix. Je parlais également de transfert de compétences aux équipes projets. Donc, notre posture, et cela a été dit, nous sommes des architectes d'organisation. Donc, on est là pour accompagner les équipes projets. Donc, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on va les aider à bien caractériser leur projet et à leur mettre en œuvre. Et donc, on va les faire du transfert de compétences. Je vais vous donner quelques exemples. L'approche Canvas pour l'établissement du business plan du projet. Et puis aussi l'application de méthodes agiles pour mener à bien les projets avec des boucles courtes. Notre ambition étant qu'il y ait des résultats qui soient rapides, donner un rythme assez important au projet pour qu'il soit entraînant auprès de toutes les équipes. Et puis bien entendu, donc le Tour Usine Bosch qui va permettre aux entreprises de pouvoir benchmarker entre pairs. On est convaincu que l'innovation passe aussi par le partage avec ses pairs. Voilà, donc vous avez ici quelques images. Quand on dit placer l'humain au cœur du changement, on se l'est appliqué dans dans nos approches d'accompagnement. Donc vous avez ici quelques images de nos interventions dans les entreprises. Voilà, donc le post-it, c'est pas innovant, mais ça marche très bien. Voilà. Donc, c'est des super moments passés avec les équipes que vous voyez ici. Donc, on a des techniques d'animation, d'idéation. Encore une fois, on est là pour impulser une dynamique dans l'entreprise et les collaborateurs sont très, très riches en idées. Donc, voilà, on crée finalement cette opportunité pour que chacun puisse s'exprimer et apporter sa contribution dans la feuille de route et le projet Industrie du futur, qui est avant tout un projet fédérateur.
Voilà. Puis pour terminer très rapidement, alors je suis désolé parce qu'on a, on a notre temps d'intervention qui est assez court. Voilà, juste pour vous informer qu'avec la filière agroalimentaire, en tout cas, est particulièrement bien mobilisée. Donc, on accompagne une cinquantaine de PME, voilà, dans ce programme-là. Il y en a d'autres en cours, donc vous avez ici quelques noms de la filière agroalimentaire. Il faut durer pour laisser la parole à Oui. M. Sesmat de Surdark, parce que sinon Anne va... Eh bien, j'ai terminé. Voilà, Merci Patrice. je viens de terminer. Voilà, Monsieur Sesmat, je vous laisse la parole. Alors peut-être pour nous rappeler voilà, vos motivations, pourquoi voilà, vous êtes allé dans le programme Industrie du futur, quelle est la valeur ajoutée que vous en avez donnée, quelle perspective voilà, vous souhaitez donner au diagnostic et puis peut-être aussi qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les entreprises de participer dans ce programme-là. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur Sesma, il faut remettre votre micro juste. Oui, Monsieur Garcia a toujours été un grand bavard. Donc bonjour à tous, je me présente, donc je suis Didier Sesma, le directeur industriel de la société Surdark. Alors je vais vous faire une présentation rapide de la société, de manière à vous expliquer aussi pourquoi nous avons souhaité intégrer le projet Industrie du futur. Donc le slide suivant. Donc nous sommes avant tout une coopérative située à Limoux. Où effectivement nous produisons à la fois des vins effervescents et des vins tranquilles. Notre véritable ADN est plutôt orienté vin effervescent, puisque le vin effervescent représente plus de 85% de notre chiffre d'affaires par rapport au vin tranquille. Et sur ces vins effervescents, nous produisons à peu près 2/3 de crémant de Limoux et 1/3 de crémant de Blanquette. Le restant étant sur des AOC ou des vins de pays ou vins sans indication géographique. Nous représentons l'équivalent de 193 adhérents et nous avons également à peu près à disposition, alors les chiffres ont un peu évolué cette année, entre 1700 et 1800 hectares de vignobles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, vous avez ici une idée de l'évolution de notre répartition de produits. Donc AOC Crémant de Limoux, vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement prédominant chez nous, se situe en seconde position la Blanquette. La méthode ancestrale qui est très particulière, je ne m'étendrai pas dessus. Et ensuite les AOP, Limoux blanc et Limoux rouge. Notre volume de production dépend essentiellement, comme tout métier météo dépendant, du volume de raisins récoltés tous les ans. Nous avons un chiffre d'affaires qui se situe aux alentours de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un canal de distribution important chez nous, qui est l'export. Voilà. L'export aujourd'hui représente au global, alors vous avez là un détail, vous avez une vision macro, mais l'export représente, selon les carnets de distribution, pas loin de 48% de notre chiffre d'affaires. Voilà. On a au niveau de l'aspect RH, nous sommes aux alentours de 110 ETP. On vise quand même la parité, c'est une volonté. Et on est assez fiers d'annoncer que cette année, sur 2020, on se rapproche du 50-50 hommes-femmes. Voilà. Voilà pour la présentation. La commercialisation, vous l'avez ici exprimé en volume. Sur les chiffres 2019, désolé pour la mise à jour, 6 millions 200 000 bouteilles en vin effervescent, pas tout à fait 3 millions en vin tranquille. Et ensuite, nous avons également de la prestation d'embouteillage et la vente de vrac. Le vrac qui est de la vente en citerne qui s'adresse à des conditionneurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voilà nos certifications. Donc, ça équivaut à peu près à ces médailles qu'affichent les généraux russes, IFS, BRC, ISO, Bioécorcert, HVE et ISO 22000. Voilà. Alors, voilà pour cette présentation de l'entreprise. Je n'ai pas de slide pour vous présenter la démarche parce que M. Garcia l'a déjà fait. Aujourd'hui, pourquoi nous avons souhaité intégrer cette démarche Industrie du futur? Surdark, depuis 3 ans, a engagé
une phase de changement importante, que ce soit au niveau de ses outils, la modernisation de ses outils, mais également de son organisation RH, mais également de ses systèmes d'information. Et cela a donné lieu à un schéma directeur. Et dans ce schéma directeur, nous avions un enjeu important qui était notre logistique et un point de blocage que nous rencontrions par manque de connaissances et de compétences de ces métiers. Comme vous l'avez vu sur les diapos présentés, SureDark s'adresse à quasiment tous les canaux de distribution. L'export, le CHR, la grande distribution et la vente par correspondance. Voilà. Et on s'est rendu compte que ces 4 canaux de distribution nécessitaient d'avoir une organisation interne, organisation méthodologique, mais organisation structurelle adaptée. Et là, on s'est dit, bon, ben, comment procéder? Donc, nous avons fait appel à l'industrie du futur et à la société AFNOR. Voilà. Alors, bien entendu, le besoin a été bien spécifique, mais il fallait pouvoir s'assurer, comprendre comment il allait s'articuler dans le système d'entreprise qu'est SureDark. Donc, pour ça, effectivement, il y a eu une première journée de questionnement, d'interrogation, d'enquête avec notre direction. C'est relativement, on s'est dit en une journée, comment la FNOR et entre autres la société Bosch allait pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Et le résultat était assez surprenant, c'est que le livrable qui nous a été donné, effectivement, avait permis de faire ce tour à 365 degrés, à 60 degrés, et était relativement précis, nous a conforté d'une part dans des actions et des démarches que nous avions entrepris, mais nous a apporté aussi du grain à moudre sur des sujets qu'on avait un peu peut-être mis de côté et que maintenant nous avons abordé dans notre démarche de progrès. Que puis-je vous dire de plus? La compétence, moi j'ai été très agréablement surpris, ainsi que mes équipes, sur le niveau de compétences apportées par la société Bosch. Ils sont dans un métier complètement différent, à l'opposé de ce qu'on fait. Et malgré tout, ils ont été en capacité à mettre en évidence les points positifs et puis les points un peu plus poil à gratter sur lesquels l'entreprise se devait de travailler. Sur la méthodologie utilisée, M. Garcia vous l'a montré au travers de ces diapos, la bonne vieille méthode du post-it. Alors ça a le gros avantage d'être précis, d'apporter énormément de précision dans la démarche et aussi d'être ludique, ce qui est relativement bien apprécié par les équipes. Aujourd'hui, le bilan que l'on en fait, pour faire court, parce que je vois que le timing défile, la feuille de route qui a été dressée, qui a été le résultat, le livrable final, effectivement, a mis en évidence que notre besoin de transformer notre activité logistique, de l'améliorer, est un enjeu conséquent chez nous. Voilà. Et donc ça serait quelque chose qui serait abordé dans la phase 2 de l'industrie du futur. Alors pour être transparent, cette phase 2, pour le moment, nous l'avons mis en stand-by, tout simplement parce que nous avons des projets importants, comme la modernisation de notre système d'information via un nouvel ERP, et également des investissements importants. Donc il y a des priorités, malheureusement, que nous devons de suivre. Voilà, messieurs, dames, j'espère avoir été assez court, assez clair dans la démarche. Avez-vous des questions? Ou Monsieur Garcia, des compléments d'information? Alors, je vais d'abord laisser le temps s'il y a quelques questions. Juste une précision, la phase 1 nécessite vraiment de rendre les équipes disponibles jusqu'à la direction. Et on sait tous combien ici un directeur d'entreprise a toujours un planning de ministre, mais malgré tout, le jeu en vaut la chandelle.
En tout cas, merci pour ce retour d'expérience d'entreprise, parce que c'est très riche. Ça permet aussi d'expliquer aux autres qu'il y a un vrai impact positif. Voilà, c'est pas juste un dispositif hors sol. Ça Tout vous à fait. apporte vraiment un gain de compétitivité. Voilà. Tout à fait. Ce qu'on peut peut-être quand même rajouter, c'est que alors, ce programme a commencé fin 2019, quelques jours avant le Oui. premier confinement. Et il a également une fin, voilà, qui est fin 2022. Donc, voilà, il vous reste un peu plus d'un an pour voilà, bénéficier de ce programme-là. Alors, vous allez me dire que je ne peux pas vous dire le contraire, mais c'est une véritable, très honnêtement, c'est une véritable opportunité. Le diagnostic voilà, est financé à 100%. Alors, ce n'est pas, je dirais, le seul argument, mais voilà, c'est quand même un exercice qui est très intéressant. On le voit, quelle que soit la taille des entreprises, quel que soit son secteur d'activité. Alors, au-delà des On préconisations. n'arrête plus, Patrice. Non, mais voilà. au-delà. Non, je veux juste conclure, c'est que Ouais. voilà, c'est juste que dire que faire ce travail en 2 jours, je me suis dit ça va être surtout de la mise en forme, etc. Non, il y a un vrai travail de fond qui, grâce à la compétence des intervenants, a une réelle utilité et voilà, et apporte vraiment un plus, une meilleure vision pointilliste à l'entreprise. Merci beaucoup de mettre en valeur le dispositif. Donc, pour les entreprises participantes, du coup, vous voyez, n'hésitez pas à vous inscrire au dispositif Industrie du futur via le Hub Entreprendre, voilà, ou par nous. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, vous avez juste sur cette dernière slide les précédents webinaires que nous avons fait, donc toujours avec cet éclairage thématique. Donc, sur la traçabilité, l'automatisation et la robotisation. Donc, vous avez les liens vers les replays. Également, le lien vers la chaîne YouTube du réseau des CCI qui anime la démarche globale Industrie du futur. Il y a notamment dans ces replays des interventions des différents architectes qui interviennent sur le parcours Industrie du futur. Et nous envisageons donc un prochain webinaire le 18 janvier sur la partie e-commerce et logistique. Et donc, nous avons mis dans la conversation chat un lien pour un questionnaire de satisfaction. Voilà, l'idée, c'est vraiment de nous aider à améliorer encore ce qu'on peut vous proposer. Donc voilà, on a un peu débordé sur le timing, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir le micro ou utiliser le chat sur la thématique d'aujourd'hui, logistique et supply chain. N'ayez pas peur, hein, tous les intervenants sont là pour vous répondre, ils sont restés avec nous. Alix, je ne vois pas, moi, le lien. Ah, si, il est au-dessus. Ah, d'accord, tu l'as mis en 2, ok. Ce qu'on peut quand même peut-être rajouter, c'est que ce programme-là, quel que soit votre niveau de maturité par rapport à ces sujets de l'industrie du futur, vous êtes éligible. Le but, ce n'est pas une approche élitiste de l'industrie du futur. On a accompagné des entreprises qui avaient déjà engagé des réflexions sur ces sujets-là et mis en œuvre des projets, et d'autres qui se disaient, ce truc-là, on en entend parler, bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quoi. Voilà. Donc, ça peut être des actions, on va dire, très simples, mais qui veut dire très simple ne veut pas dire sans valeur ajoutée. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un sujet qui parfois faire peur, parfois par les illustrations que l'on en donne. On ne va pas vous imposer la robotique, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, etc. Donc, c'est malheureusement, en tout cas, c'est mon sentiment personnel, trop souvent les illustrations que l'on peut en donner. Et aujourd'hui, les entreprises que l'on a, c'est essentiellement des TPE, des petites PME. On est sur des choses assez basiques de performance des organisations, mais qui sont importantes. Je retiens toujours pragmatique.
Tout à fait. Et je retiens ce qu'un dirigeant m'avait dit, c'est que ça n'a pas de sens que de digitaliser le bazar, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est important, c'est accessible à tout type d'entreprise. En commençant Non, par puis- la phase 1 de diagnostic qui vous donnera justement les Bien sûr. pistes à explorer par la suite. Et puis, je tiens à préciser que ce genre de démarche peut très bien s'intégrer, comme ça a été le cas pour Surdat. Déjà, dans une phase de changement, elle va permettre à la fois de se conforter dans des décisions prises, mais aussi de mettre en évidence des points qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Voilà. Ben, merci à tous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Juste, moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, excusez-moi. Comme j'ai pu prendre le webinaire qu'en cours, simplement, j'avais une question, notamment en termes de timing entre le moment où vous faites appel à ce projet et le moment où la phase d'analyse est faite et parfois, est-ce que le temps est… Alors évidemment, vous allez me dire, c'est en fonction des projets de chacun et de l'analyse, mais est-ce que les équipes dans chaque intervenant ont beaucoup de délais pour intervenir ou pas? Pour répondre à ça et pour refaire par mon expérience, ça a été très rapide. C'est très rapide. La principale difficulté, entre le moment où on a sollicité la société, on a intégré ce programme, où on a pris contact avec l'AFNOR et ses intervenants, ça a été vraiment rapide. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien préparer leur venue et de vraiment rendre disponible l'ensemble des équipes. Parce que ça va vraiment très vite, c'est très dense. Voilà. C'est vraiment le conseil la réponse que je vous fais, le conseil que je vous donne. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Écoutez, moi, pour ma part… Oui, excusez-moi. Est-ce que l'intervenant tout à l'heure sur les solutions avec les objets connectés et autres, c'est quel terme de… J'ai pas retrouvé son entreprise, en fait. Donc, parce que c'est plus une association, non? Parce que c'était une pépinière. Alors, Geobiox, c'est AME Management. D'accord. C'est porté par AME Management à Tarbes. D'accord, très bien. Parce que vous avez déjà des outils qui sont déjà… Parce que vous avez bien sûr évoqué un peu l'ensemble de vos possibilités. Ouais. Et ensuite, j'ai bien compris que c'était des choses qui s'adaptaient, que vous ne proposiez pas une solution unique et que c'est beaucoup plus des choses que vous allez adapter à chaque besoin. On fait effectivement une analyse des besoins parce que les 5 technologies que j'ai présentées, Wi-Fi, RFID, Bluetooth, Ultra Wideband et Sigfox, elles ont toutes des applications du plus près jusqu'au plus loin. Je prends l'exemple, donc sur les RFID, on va être sur des objets connectés pour détecter des passages à moins de 3 mètres, et le Sigfox, je n'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, le Sigfox, lui, se connecte sur les poteaux existants d'Orange et de SFR, et il peut vous permettre c'est uniquement en extérieur. Si par exemple vous avez une exploitation agricole, c'est uniquement en extérieur, et il est capable de géocaliser à 5 mètres près un objet situé à 1 km. D'accord. Voilà. Ultra wideband. En fait, la question, c'est qu'à ce jour, quelles sont les applications que vous avez déjà mis en œuvre, des exemples en fait? Sur des exemples, là, il faudrait que moi, je ne suis pas directeur. Là, je remplace Lydie Cazot, qui est vraiment porteuse de ce projet, qui travaille avec Michel Serrac, qui, lui, pourrait vous donner plus de précision. Donc, à ce moment-là, vous demandez mes coordonnées par mail et je vous donnerai vraiment des précisions là-dessus. D'accord? Parce que là, on a l'ingénieur qui est chez Hydre et puis Lydie Cazot qui, elle, pourrait vraiment être très précise. Vous êtes quelle entreprise? Saveurs paysannes, je suis un agriculteur des Pyrénées-Orientales. Voilà. C'est les saveurs paysannes à Saint-Estève. À Saint-Estève, oui. D'accord.
Voilà, donc nous, et des fois, de toute façon, je vais retrouver vos vous avez à coordonnées. l'intérieur de votre site de production, ça va être une technologie, mais à l'extérieur, ça va être une autre. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand je donnais l'exemple de l'ultra wideband, pour sortir de notre contexte et dans je vous aide par exemple pour schématiser à quoi ça peut vous servir. Vous êtes dans un concert, une salle de concert. Là, on n'est pas dans l'agroalimentaire, mais ça vous donne un peu la précision du système. Vous êtes dans une salle de concert, il y a une foule immense, il y a, je sais pas, il y a 50 000 personnes. Vous êtes avec vous découvrez qu'il y a un copain qui est dans la même salle. Eh bien, vous dites, par l'ultra wideband, on peut se rapprocher, on peut se retrouver, on dit, tiens, eh bien, on fait fonctionner le système et on se retrouve. Voilà. D'accord. Bon, mais je prendrai contact. De toute façon, vous recevrez le support d'aujourd'hui et puis vous aurez parfait. également les coordonnées dessus sur les slides des différentes entreprises. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour cette organisation. Oui. Plus d'autres questions? Merci à tous. Au revoir.